messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, lendemain de pluie à Dakar, les municipalités s'activent pour rendre praticables les routes. Des flaques d'eau occupent encore certaines artères. Nous ferons le point sur les dégâts. Effondrement du minaret de la grande mosquée de Cité Senghor à Thiès. Le gouverneur de Thiès sur les lieux du drame. D'importantes décisions ont été prises pour la sécurisation des lieux. Plus de détails dans cette édition. À la une également, la publication des résultats du bac. L'euphorie des admis contraste avec la déception des recalés. Dans le même temps, les épreuves du BFM ont démarré ce jeudi. Le ministre de l'Éducation nationale annonce une réforme de l'examen du BFM dès l'année prochaine. Et puis en sport, CAF Awards 2022, le Sénégal, meilleure équipe d'Afrique. Et puis Pape Matar Sarr, meilleur jeune footballeur. La cérémonie est encore en cours. L'attraction reste Sadio Mané. Sera-t-il encore Ballon d'Or ou pas? On en saura plus dans un instant. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bonsoir à tous. Lendemain de pluie à Dakar, les flaques d'eau encore visibles dans les artères. Les municipalités s'activent cependant pour rendre les routes praticables. Illustration à Ngor, Alassane Ba et Mohamed Dieng. Les images parlent d'elles-mêmes. Voici comment Ngor s'est réveillé. Aujourd'hui, la pluie a cessé, mais les eaux depuis Liberté 6, Sacré-Cœur, Ouakam continuent à revenir vers Ngor. Et vous voyez, le décor reste le même. Tant que toutes ces eaux-là ne sont pas évacuées, le décor restera toujours comme ça. Les eaux de pluie d'hier ont causé un énorme préjudice aux habitants de cette commune. Le personnel de la mairie s'active pour permettre aux populations d'accéder aux locaux pour des besoins. Ce canal ne facilite pas les choses et les moyens de la mairie ne suffisent pas pour régler le problème. Pour que les services reprennent rapidement, ils sont là depuis ce matin et ils travaillent. Donc vous avez vu par vous-même, il faut que l'État y mette les siens. Parce que si l'État décide en fait d'évacuer les eaux vers une zone, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Pour qu'au moins qu'on puisse soulager les personnes qui sont dans certaines zones, mais aussi il faut qu'on soulage aussi les personnes qui sont dans les zones où on reçoit l'eau. Et vous avez vu, c'est de l'eau mélangée à de l'argile et des blanchiments clandestins d'eau usée, mélangée à tout ça. Donc le risque de création de maladies est très élevé. Et le risque également pour les enfants, parce que vous voyez, le canal à un certain niveau n'est pas fermé. C'est ça qui nous fait fatiguer. Parce que nous, si un canal, Autre commune, Yoff. Nous avons trouvé Marem qui a perdu beaucoup de matériel. La journée d'hier n'a pas été de tout repos. Il y a beaucoup de dégâts matériels. La pluie a creusé toute la route. Les gens d'hier n'ont pas passé une bonne journée. L'hôpital Philippe Maguilène Senghor et ses abords offrent un tel décor à chaque saison des pluies. C'est le canal qui a causé ça. Chaque année, ça se passe comme ça. L'hôpital Philippe Maguilène Senghor, c'est tellement dur. Chaque année, c'est comme ça. Au lendemain des fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar, on peut encore constater les dégâts causés par les eaux. Le Sanarufisque également, la pluie a fait beaucoup de dégâts, plusieurs quartiers pataugent. Les populations réclament aux autorités des solutions durables. Ahmadou Bambasamb et Abdou Diouf Diagne. HLM, Ndargundaou, Kolaban 1 Nord, Kolaban Guimorit, tous ces quartiers sont envahis par les eaux de pluie. Et les résidents de ces quartiers pointent du doigt les travaux entamés dans le cadre du programme Promoville et l'APIX en charge des travaux du train express régional. Oumar Faye de Yessal Askanui annonce une plainte contre les responsables du programme Promoville. Le canal n'est pas fait pour qu'on y construise des cantines ou quoi que ce soit. En dehors de ça, il y a l'APIX, il y a le terre avec l'APIX. C'est pourquoi j'ai demandé aux Rufisquois qu'on porte plainte contre les autorités de Promoville et contre l'APIX. C'est grave ce qui se passe dans cette ville. C'est extrêmement grave. Et nous allons nous lever et nous allons nous battre. Parce que ça, c'est anormal. C'est anormal ce qui se passe. La situation va s'empirer. Mais de jour en jour, et le président de la République est interpellé dans ce sens. Si le déluge se crée, il sera à l'origine.
Un peu plus loin, derrière l'autoroute à péage à la cité Kalia 2, plusieurs maisons sont sous les eaux. Les résidents tirent sur la société qui leur a vendu les maisons. Elle n'a pas prévu un réseau d'assainissement. Les conditions vraiment très difficiles que nous vivons, vraiment c'est une situation qui se répète parce qu'il y a 2 ou 3 hivernages, nous avons alerté le promoteur, la SPDI, qui jusqu'à ce jour n'a pas résolu le problème. Vous voyez, vous pouvez constater, nous sommes coincés, on ne peut pas évoluer et vraiment c'est une situation très difficile. Alors là, c'est un cri du cœur que nous faisons vraiment pour que le promoteur règle ce problème définitivement. Voilà. Nous le faisons au niveau du promoteur, au niveau de la mairie, pour qu'ils travaillent ensemble pour vraiment nous sortir de cette situation. A signaler que d'autres quartiers et cités du département sont sous la menace d'inondation. Les mesures de prévention annoncées par les autorités tardent à se réaliser. Celles-ci sont invitées à réagir car la région de Dakar vient tout juste de recevoir ses premières pluies. Merci Abdou. Alors maintenant à Thiès, effondrement du minaret de la grande mosquée de Cité-Senghor. Le gouverneur a été sur les lieux du drame. D'importantes décisions ont été prises, parmi lesquelles la démolition du reste de bâtiments pour des raisons de sécurité, selon Alioune Badarambang. On est tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seyda Tir. Les renseignements recueillis font état de 2 morts et 9 blessés. Le gouverneur de la région de Thiès, Alioune Badarambang, a rendu visite aux familles des victimes pour présenter ses condoléances. Ils sont partis, les 2 dans ces conditions. Il s'agit du regretté Habib Sougou et de sa fille, je crois qu'il s'appelle Metou Sougou. Il y a aussi 9 autres blessés. Heureusement que les blessés ont été mis sous soin et qu'ils ont été libérés. Mais néanmoins, le gouvernement a pensé d'abord me dépêcher ici sur place pour présenter nos condoléances à la famille des 2 défunts, mais également compatir aussi avec vraiment donc ces blessés. Disposant suffisamment d'indices graves et concordants, le gouverneur de Thiès ordonne aux services techniques de procéder à la démolition de ce qui reste du minaret. Comme mesure immédiate, nous allons démolir en rapport avec donc les services techniques ce qui reste du minaret qui présente actuellement un danger. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure aux populations de dire aussi à leurs enfants vraiment de ne pas trop s'approcher de ces lieux-là. Le gouverneur de Thiès annonce aussi que d'autres mesures d'ordre sécuritaire seront prises. Et une équipe de la protection civile aussi viendra aussi ici pour voir le reste. Même si le reste nécessitera une démolition, on n'hésitera pas à le démolir pour protéger tout le monde. Parce qu'il n'est pas de question qu'on enlève le minaret et que le reste aussi qui présente un danger, qu'on le laisse ici. Une délégation gouvernementale est attendue au quartier Cité-Senghor. Elle sera conduite par le ministre d'État, Augustin Tine. Remous dans le secteur de la santé, le collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec a organisé ce jeudi une assemblée générale. Objectif réorienter la gestion de la reconstruction du dit hôpital en promoteur sénégalais, conformément à ce qui a été signé avec les autorités. En outre, ils interpellent le chef de l'État afin qu'il mette fin aux fonctions de l'actuel directeur de l'établissement. Plus de détails avec Marcel Farbemaroun. Des populations provenant bien sûr de Dakar, mais aussi d'autres parties du Sénégal, telles que ces personnes qui ont quitté Thiès. C'est dire la grande importance qu'elles accordent à la lutte pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec. Le président de la République avait dit récemment qu'il va reconstruire l'hôpital Aristide Le Dantec, que nous saluons. Mais on s'est rendu compte que Francis a lancé l'avis de vente des 3 hectares de l'hôpital Aristide Le Dantec, qui reste encore une violation flagrante de la loi du patrimoine national 64-46 du 17 juin 1964. Pourquoi je te dis que la vente de ces 3 hectares ne s'impose? On s'est rendu compte, d'après nos investigations, on s'est rendu compte que le directeur de l'hôpital, l'actuel directeur, avait signé un contrat avec un promoteur sénégalais. Donc je pense que la vente des 3 hectares ne s'impose plus. D'autant plus que le contrat c'est sous forme de BOT. BOT, c'est-à-dire c'est le promoteur qui finance. L'État ne dépense aucun centime sur ce projet. Un montage financier pour lequel le promoteur a déjà trouvé la somme avec en supplément la préservation
du personnel menacé. Nous lançons un appel au président de la République pour lui dire qu'il y a un promoteur sénégalais qui est prêt à investir 92 milliards pour la reconstruction de l'hôpital. On peut même renégocier le contrat pour la prise en charge du personnel. Donc je pense que l'hôpital Aristide Dantaï reste un patrimoine national. Donc je pense que c'est une chance d'avoir un promoteur sénégalais, d'autant plus que nous avons un projet de reconstruction qui date de 2012 avec un architecte sénégalais. Donc je pense qu'il y a l'expertise nationale qui est mise en œuvre. Aussi, les membres de ce collectif interpellent le président de la République afin de mettre en place un décret devant mettre fin aux fonctions de l'actuel directeur général pointé du doigt dans la gestion des ressources humaines notamment, qui, selon leur dire, n'ont toujours pas perçu leur rémunération du mois de juin. Syndicale des travailleurs de la Sen'Eau menace d'aller en grève dès l'expiration de leur préavis ce 23 juillet. Les délégués en Assemblée générale cet après-midi ont dénoncé une mauvaise gestion de la boîte, entre autres griefs, les recrutements externes et la promotion des expatriés. Compte rendu Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. 6 mois après le début de la lutte, aucune solution n'est apportée à leurs revendications. L'intersyndicale des travailleurs de la Sen'Eau ne compte pas s'arrêter à ce stade-là. Nous réclamons une hausse de 40%. Ces 40% que nous réclamons ne sont pas tombés du ciel. Ces 40% que nous réclamons ne sont pas de l'aumône que nous réclamons. C'est 40% du Sarakh, du Nyan, du Yelwan. Encore une fois, ces 40%, c'est mérité par les travailleurs qui sont là. Ces 40%, c'est le fruit des travailleurs qui sont là. Et il faut que ces travailleurs, qu'on leur donne ce qui leur revient de droit. Vous remarquez, vous tous, que le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté. Si on percevait 1, aujourd'hui on perçoit 3. Parce que le volume d'eau a augmenté, la facturation est élevée, les branchements sont beaucoup plus élevés maintenant, les caisses de l'entreprise sont renflouées par le fruit des travailleurs. Le conseil des délégués de rappeler les points qui composent leur mémorandum. Nous envoie à tour de bras des experts, je dirais des pseudo-experts, qui sont là, soi-disant, pour faire du travail, alors que nous savons tous, ce sont nos experts locaux ici qui font ce travail-là. Pendant ce temps, ces experts sont payés à coût de près d'1 million de francs par jour. Ils sont logés dans les hôtels 5 étoiles de la capitale et qui viennent ici sous notre toit pour faire le travail. C'est nous qui allons faire ça à leur place. Tout ça, c'est des moyens pour piller l'entreprise et laisser des caisses vides et déclarer chaque année des pertes qui ne sont pas justifiées. Le combat ne fait que commencer, avertissent ces travailleurs. Il n'exclut aucune forme de lutte. On nous laisse dans la précarité et nous n'allons pas laisser faire plus longtemps. Donc nous allons engager la lutte. Parlons éducation à présent. Début de l'examen du BFM ce jeudi sur l'ensemble du territoire. Les épreuves se sont bien déroulées à Dakar au CM Mathurin Diop. 212 candidats ont composé ce matin en français et un texte suivi de questions, épreuves que les candidats ont jugées abordables. Voyons ce reportage de Mariem Ndiaye et Alun Diagne. Examen de BFM au centre du CM Mathurin Diop. Ils sont au total 212 candidats à se présenter ce matin dans les classes. Au menu, des épreuves de français et de textes suivis de questions. On a 212 candidats. On a constaté ce matin 6 absences, 4 filles et 2 garçons. Ce matin, ce sont les épreuves de français. Ils ont fait la composition française de 8h à 10h, la dissertation. Et là, actuellement, ils sont en train de faire TSQ, c'est texte suivi de questions. Ils ont fait la dictée plus texte suivi de questions. Et là, si vous demandez aux candidats et aux candidates, ils pourront vous dire si les épreuves sont abordables. Mais en tant que prof de français, je crois que c'est dans leur corde. Pour certains des candidats interpellés, les sujets étaient abordables. C'était très facile. C'était très facile. Oui, c'était pas compliqué. Français. Et comment c'était? C'était abordable. On ne nous a rien demandé qu'on n'a pas fait cette année. C'était bien. Première, on parle sur une longue lettre. Deuxième, c'est un sujet de soi. Oui. Ça fait quand même mieux.
Pour d'autres, les perturbations notées durant l'année scolaire n'ont pas du tout impacté sur les sujets. Ça m'inquiétait trop. Oui. Après cette première journée, les candidats feront face demain aux épreuves de mathématiques, d'histoire-géographie, de sciences physiques et de sport. Et à propos du BFM, une réforme du brevet est en gestation selon le ministre de l'Éducation nationale. Dès l'année prochaine, il y aura une autre méthode qui permettra d'écourter le nombre de jours d'évaluation et de prendre en compte les contrôles continus. La deuxième réforme importante concerne les curricula, affirme Mamadou Talla, qui a effectué cette année la traditionnelle visite de supervision à Matam dans le nord du Sénégal. Et venons-en aux résultats du baccalauréat 2022. L'euphorie des admis contraste avec la déception des recalés. Des résultats du bac globalement satisfaisants, jugent les encadreurs. Illustration au centre Sergent Malamine Camara où sur 365 candidats, 120 ont été éliminés. Reportage Fatima Touré et Yaya Diallo. L'attente a été longue et le stress se lisait sur leur visage. Ils sont plus d'une centaine de candidats au baccalauréat général devant la porte du lycée Sergent Malamine Camara à attendre la proclamation des résultats. La seule chose que j'ai à dire, c'est que, on ne le cache pas, il y a la pression, il y a le stress, mais d'après tout, on reste calme, quoi. C'est difficile, hein? C'est difficile à gérer parce qu'on est resté trop de temps. Franchement, c'est difficile là. Après quelques heures d'attente, enfin, les résultats du jury 999. 216 070, Maïmouna Ali, assez bien, Sergent Malamine Camara. Des résultats jugés satisfaisants selon le président du jury. Nous avons 90 candidats qui ont été ajournés. 48 candidats admissibles, ça veut dire que des candidats qui doivent subir l'épreuve du deuxième tour, et 35 admis d'office. Et parmi ces 35, on a 7 mentions, dont une mention bien et 6 mentions assez bien. Et pour la série L2, nous avons 192 candidats, dont 72 candidats ajournés au premier tour, 68 candidats admissibles et 52 candidats admis d'office. Ces candidats admis expriment leur joie tandis que d'autres digèrent mal la pilule de l'échec. Je suis contente, je n'ai même pas les mots, je ne sais même pas comment parler, je n'ai même pas les mots, je suis contente. Oui. D'office, j'ai les d'office avec mention. J'arrive même pas à m'exprimer. Non mais genre, travailler 10 mois, c'est ça qu'on attendait en fait, c'est ce résultat. Je suis fière. D'office, oui. Ils étaient 365 candidats dans le jury 999 au lycée Malamine Camara. Au total, 87 sont admis d'office et 158 vont subir les épreuves du deuxième tour prévu demain. Deuxième tour prévu plutôt samedi. Fatima, merci beaucoup et toutes nos félicitations à tous les admis et nos encouragements aux recalés. Restons dans le domaine de l'éducation. Centre de formation professionnelle de 2000 mètres carrés d'un coût de 3 milliards à Cailly. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a procédé à la pose de la première pierre. 480 apprenants bénéficiant d'une formation en technologie et en communication. Voici Dame Diop avec Omar Diaye. Ce centre donc que nous allons lancer aujourd'hui contribuera de manière significative à assurer un meilleur avenir pour les jeunes et filles et garçons du département de Kaffrine et environ. Ce centre, construit donc sur près de 2000 m² pour un coût de 3 milliards 200 francs, est doté d'une capacité de 480 apprenants avec les filières que j'ai citées plus haut. Monsieur le Président du Conseil départemental l'a rappelé, 100 jeunes du Sénégal qui arrivent sur le marché du travail, seuls 6 ont une qualification professionnelle. C'est ce changement de paradigme que le Président de la République a voulu introduire
Chaque centre aura sa spécificité en fonction de son potentiel économique. C'est la raison pour laquelle vous avez le centre de Kaffrine qui sera axé principalement sur les métiers de l'agriculture au sens large. Tous les métiers annexes et connexes à l'agriculture, sous-tendus par les BTP et forcément aussi par les nouvelles technologies de l'information seront développés ici. Donc chaque centre proposera des filières adaptées aux besoins en formation du département d'implantation. Mais d'autre part, tous proposeront des formations avancées en technologie de l'information et des communications. Et puis nous venons de l'apprendre, 5 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan provisoire d'un accident de la circulation survenu tout à l'heure à hauteur du lac Tanma. C'est dans le département de Thiès. Présentement, les pompiers sont à pied d'œuvre pour secourir les blessés et évacuer les corps sans vie. Nous y reviendrons avec notre équipe à Thiès. Parlons consommation à présent. Pour construire la souveraineté alimentaire en Afrique, il faut promouvoir les céréales locales. Selon le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, les boulangers, vous le savez, de l'Afrique de l'Ouest organisent une rencontre à Dakar sur la construction de la souveraineté alimentaire en Afrique. Compte rendu Fat Bintou Conté et Pape Sango Dembaye. Au Sénégal relève de l'utopie, c'est du moins l'avis du président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Il estime que notre pays ne peut pas produire assez de blé pouvant nourrir toute la population. C'est illusoire, c'est utopique pour moi de parler de culture de blé au Sénégal. Ça, je le dis et je le dis devant la recherche. La culture du blé est possible, c'est certes pour la recherche, mais ce n'est pas possible pour l'industrie. Ça, il faut que ça soit très clair. Le blé, c'est dans des tempérés, c'est dans des climats tempérés. Il faut qu'on se... Au lieu de vous focaliser sur le blé, mais focaliser ce que les céréales qui peuvent pousser au Sénégal. Voilà le combat. C'est pourquoi nous, si le gouvernement va essayer de mettre des milliards sur le blé, mais écoutez, mettez ces milliards sur nos céréales qui existent. Voilà ce que nous dénonçons. Nous, en tout cas, moi personnellement. Lors de l'Assemblée générale constitutive de la Fédération ouest-africaine de la boulangerie et de la pâtisserie, les boulangers appellent à un consommer local pour faire face au diktat du blé. Pour que les Sénégalais puissent changer, le mode, les Africains plutôt, changer le mode de consommation, il faut que nous mangeons ce que nous produisons. L'Afrique est grande, l'Afrique doit être unie, c'est ça le rôle de notre. Nous avons aujourd'hui, vous démontré, nous avons fait des pains à base de fognon. Vous savez, le fognon, il y a le Mali, plutôt au Sénégal, au Kédougou. Il y a le mil, mais il y a le sorgho, la Côte d'Ivoire, la farine de banane. Nous pouvons faire tous ces échanges-là. C'est l'intérêt de cet échange. Le mil, le maïs, le fognon, n'est-ce pas? Ensuite, nous allons, le manioc, surtout ces légumes. Au Sénégal, le gouvernement continue toujours de subventionner la farine pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de la baguette de pain. Mais jusqu'à quand, se demande Amadou Gaye. Je vous assure, si l'État a assez d'argent là, pour pouvoir continuer la subvention, il n'y aura pas de hausse de prix. Mais si la subvention saute, il faut que les Sénégalais vont savoir une hausse effectivement. Si l'État, donc nous souhaitons que l'État du Sénégal ait assez d'argent pour continuer de faire la subvention. C'est pourquoi vous les consommateurs, allez vers les substitutions. Décidant de parler d'une seule voix, 8 pays sur les 15 de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis en confédération de boulangers pour une souveraineté alimentaire dans la filière boulangère. Merci Fat Bintou. Et puis parlons sécurité. À Linguère a étraîné son commissariat urbain. Ce joyau construit à hauteur de 250 millions de francs CFA, construit par l'État du Sénégal, a été inauguré par le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, que nous écoutons avec notre équipe à Linguère. La cérémonie qui nous réunit ce jour consacre la mise en service du commissariat urbain de Linguère. Ce commissariat est réalisé pour un montant de plus de 250 millions de francs CFA, entièrement financé par l'État du Sénégal hors équipement, est une structure qui répond à toutes les normes requises en la matière pour offrir confort et sécurité aux personnels de police qui y sont affectés, mais dans le seul but de servir les populations de Linguère.
Je sais pouvoir compter sur votre soutien en leur faveur. Dès lors que l'érection de ce service résulte d'une part d'une demande sociale sécuritaire légitime et d'autre part d'une volonté de rationaliser le maillage sécuritaire national, mais je dois le souligner, sans votre implication personnelle, ça n'aurait certainement pas été facilité. Puis un mot de sport, un mot sur la cérémonie en cours des CAF Awards. Le Sénégal définitivement sur le toit de l'Afrique. La tanière, meilleure équipe nationale. Pape Matar Sarr, meilleur jeune joueur africain. Le plus beau but de l'année revient également au Sénégalais. Pape Ousmane Sakho de Simba FC qui évolue en Tanzanie. Meilleur entraîneur, Aliou Cissé bien évidemment. Et le ballon d'or, sauf surprise, si ce n'est un secret de Polichinelle, devrait revenir donc à Sadio Mané, mais la cérémonie est toujours en cours. Nous y reviendrons tout à l'heure avec nos équipes. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.